Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Revue de presse de l'UPR, semaine du 25 juin au 1er juillet 2018. À la une cette semaine, bientôt 29, l'Union européenne va entamer des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine. La Commission européenne a recommandé l'ouverture de négociations avec ces deux pays sous réserve de réformes judiciaires et de lutte contre la corruption. D'autres pays sont en attente de rejoindre l'Union européenne, la Bosnie, le Kosovo, le Monténégro et la Serbie. Source Challenge, 29 juin. Parmi les Français partisans de la construction européenne, la même remarque revient souvent dans la conversation. Il n'aurait pas fallu élargir aussi vite ni à autant de pays. Force est donc de constater que les nouveaux élargissements en perspective ne sont pas le reflet de la volonté du peuple français. Mais alors, qui le décide et pourquoi? Les réponses sont dans la conférence qui gouverne la France et l'Europe. France. Bonjour tout le monde. Un rapport parlementaire dénonce les faiblesses françaises en matière d'intelligence économique. La délégation parlementaire en renseignement s'apprête à tirer la sonnette d'alarme, alors que les services de renseignement, monopolisés par la lutte antiterroriste, négligent l'intelligence économique. Certains secteurs économiques sont pourtant stratégiques et parfois convoités par nos alliés, notamment américains. Source Les Échos, 27 juin. Parler d'une simple faiblesse relève plutôt de la blague si l'on considère que le TGV est à présent allemand. Ce débat est de toute façon biaisé dès le départ, car faire de l'intelligence économique pour le compte de l'État est interdit de facto en France. Cela imposerait en effet de décortiquer minutieusement comment la Commission européenne, l'euro et les traités européens sont en train de détruire la France. C'est justement parce que François Asselineau avait commencé à faire des rapports accablants en ce sens, après avoir été nommé délégué général à l'intelligence économique à Bercy en 2004, qu'il fut remercié et son activité fermée. La réforme de l'ISF fait chuter les dons d'au moins 50% selon France Générosité. Deux raisons avancées. D'une part, le nombre de personnes assujetties à cet impôt a fortement baissé. D'autre part, la déduction fiscale n'est plus immédiate. Source France Info, 26 juin. Le cimentier Lafarge, accusé d'avoir financé Daesh, a été mis en examen. L'entreprise Lafarge SA a été mise en examen jeudi en tant que personne morale pour complicité de crimes contre l'humanité, après avoir été accusée d'avoir financé des groupes djihadistes dont l'organisation État islamique en Syrie. La holding, actionnaire majoritaire de la filiale syrienne Lafarge Cement Syria, est également poursuivie pour financement d'une entreprise terroriste et mise en danger de la vie des anciens salariés de l'usine de Jalabia, dans le nord de la Syrie. Pour l'entreprise, cette mise en examen signifie qu'elle est placée sous contrôle judiciaire avec une caution fixée à 30 millions d'euros. Source Le Figaro. Allons plus loin et faisons en sorte que tous ceux qui ont financé Daesh soient inquiétés. Ceci nécessiterait donc la rupture des liens d'amitié actuels avec l'Arabie Saoudite, que la France n'est malheureusement pas prête à franchir. Pour aller plus loin sur le dossier Lafarge, un numéro de Secret d'Info y est consacré. France, l'État en guerre contre ses administrations et ses services publics. Les départements de France rompent avec l'État. Près de 80% des départements ont voté, lors de leur récente assemblée générale, contre la signature des pactes financiers que le gouvernement veut leur imposer. Signature qui doit intervenir au plus tard le 30 juin. L'Assemblée des départements de France accuse le gouvernement de vouloir punir les départements car ils sont dans le respect de la décentralisation contre les pactes financiers avec l'État et d'avoir une attitude qui frise l'inconscience à l'égard des difficultés sociales des Français. Source Reuters, 26 juin. Les départements sont dans le viseur du gouvernement, qui organise leur insolvabilité pour les discréditer,
en vue de leur suppression à terme. Mais posons-nous une question. Les présidents des conseils départementaux qui siègent à l'ADF, l'Assemblée des départements de France, n'ont-ils pas eux aussi une attitude qui frise l'inconscience en soutenant l'appartenance de la France à l'Union européenne et à l'euro et les contraintes budgétaires de plus en plus terrifiantes qui en découlent obligatoirement? Comment l'État essaie de mettre la Caisse des dépôts au pas? La Caisse des dépôts a été créée en 1816 pour protéger l'épargne des Français de toute tentative de captation par l'État. Aujourd'hui, sous contrôle parlementaire, la loi Pacte va étendre le pouvoir de l'exécutif en augmentant le nombre de responsables directement nommés par l'État. Source L'Obs, 22 juin. Une démocratie saine a de nombreux contre-pouvoirs qui permettent de contrebalancer le pouvoir central. Que l'État cherche à les démolir est tout sauf rassurant, mais conforme au régime dictatorial qu'impose l'Union européenne. Mise en danger de la vie d'autrui, 175 médecins alertent Édouard Philippe sur la dégradation des services hospitaliers. Les décès médiatisés survenus récemment ne sont pas des faits isolés, mais des signes patents de la dégradation nationale des services hospitaliers, estime-t-il, appelant à réinjecter au plus vite dans le système de santé les moyens indispensables. Il s'agit de stopper immédiatement toute fermeture de lits, suppression de postes soignants et d'embauche du personnel formé ou à former au plus vite. Il coûtera certainement très cher, trop cher de laisser poursuivre la dégradation exponentielle du service public hospitalier, aussi bien en tant que souffrance physique et psychique que financièrement. Source L'Obs, 24 juin. La dégradation des services publics de santé est la conséquence directe de l'appartenance de la France à l'Union européenne, comme ne cesse de le répéter l'Union populaire républicaine. France Outre-mer. Mayotte, Macron favorable à la limitation du droit du sol. Emmanuel Macron a apporté jeudi son soutien à un amendement limitant les conditions d'acquisition de la nationalité française par le droit du sol à Mayotte, département le plus pauvre de France, confronté à une immigration massive en provenance des Comores voisines. Source Le JDD, 28 juin. Cette limitation créerait une différence de traitement forte entre Mayotte et le reste du territoire de la République, comme si Mayotte n'était qu'à moitié un territoire national. Plutôt que d'ouvrir une brèche dans l'unité territoriale, ne pourrait-on pas investir dans les services publics régaliens sur l'île et aider massivement au développement économique de l'archipel des Comores, afin que les autorités de Moroni puissent retenir leur population et tarir ainsi le flux d'immigration incontournable. Tout cela serait possible avec la marge de manœuvre financière procurée par un Frexit. La Cour des comptes étrille la gestion calamiteuse des impôts en Outre-mer. L'Outre-mer compte 253 000 constructions illégales sur sol d'autrui, soit 24% du parc, et le cadastre est défaillant. Source Le Figaro, 25 juin. Encore une fois, les services publics ne sont pas à la hauteur des besoins en Outre-mer. Pourquoi ne pas réattribuer à l'Outre-mer les centaines de millions d'euros versés par la France à la Turquie, à l'Ukraine ou aux pays de l'Est, par l'intermédiaire de l'UE? Les agriculteurs ultramarins obtiennent une victoire au sujet de l'aide agricole européenne. Des promesses ont été données par la Commission européenne de ne pas toucher au POSEI, déclinaison de la PAC pour les territoires d'outre-mer, alors qu'elle avait initialement prévu une baisse de 3,9%. Source France Info, 26 juin. Les promesses seront-elles tenues? Et je rajouterai une chose qui n'a pas été abordée sur l'entretien d'actualité de cette semaine et qui date du 28 juin, qui est le discours d'Emmanuel Macron aux Assises des Outre-mer. Et il a dit notamment, et la source vient de la Réunion première, il a dit notamment ceci. En fait, il remet en cause le terme d'outre-mer et il préfère utiliser le terme d'archipel. Donc voici une partie de son discours. Ce terme même d'outre-mer qui voudrait dire qu'il y a par là un centre et des territoires d'une périphérie lointaine
est toujours impur à décrire ce que nous sommes. Il y a un archipel de France. C'est plutôt de cela dont il s'agit, des territoires ainsi éclatés à travers les océans, mais dont le centre n'est pas forcément ce lieu même. Si c'est la représentation collective que nous pouvons parfois nous en faire, et donc, vous voir ici dans cette salle, c'est vous redire aussi symboliquement, vous signifier que la nation française se tient par cette unité de géographie, d'imaginaire et d'engagement, et que la nation française ne serait pas simplement limitée à l'Hexagone et à des confettis d'empire que l'on pense à la fin des textes de loi, pour les dispositions particulières à certains moments quand il faut que la ministre des Outre-mer intervienne. Assise des Outre-mer, le 28 juin, source Réunion la première. Alors mon cher petit Emmanuel Macron, sache que archipel ne convient pas avec Outre-mer. La Réunion n'est pas en lien avec Mayotte. Parce que entre les deux, il y a Madagascar. Déjà, un archipel, c'est un chapelet d'îles assez proches les unes des autres géographiquement parlant. Et on ne peut pas considérer que les îles de l'océan Indien ou du Pacifique sont en lien les unes avec les autres. Tout comme on n'est pas, la Réunion n'est pas en lien avec la Guadeloupe et la Martinique ou la Guyane. D'ailleurs, au passage, la Guyane n'est pas une île. Hein. Voilà. Voilà. Et désolé pour la lecture un peu moyenne. Mais ces discours sont vraiment mauvais. Ah oui, et je rajouterai que après le discours d'Emmanuel Macron, j'ai pu constater différentes réactions, notamment la plupart des outre-marins, et notamment pour ce qui est des Réunionnais, la plupart des Réunionnais sont contre cette idée de vouloir renommer les départements d'outre-mer archipel. Ils trouvent cela complètement débile. Et je suis l'une des premières à dire que c'est complètement débile. Ça n'a plus de sens. Ça signifierait aussi qu'il y aurait peut-être une idée de donner plus d'indépendance aux départements d'outre-mer. Mais c'est mon point de vue personnel. J'ai fini de rajouter. Revenons-en à nos moutons. France, frasque politique. Coupe du Monde 2018. Joie pure. Jean-Luc Mélenchon salue l'élimination de l'Allemagne. Plusieurs cadres de la France insoumise ont ainsi ironisé sur une élimination de la politique allemande aux européennes. Source Europe 1, 28 juin. Chacun jugera le niveau d'analyse politique et la hauteur de vue des élus de la France insoumise, au premier rang desquels leur candidat à la dernière élection présidentielle. Par ailleurs, ce mélange des genres, entre sport et politique, est nauséabond et bassement électoraliste. Mais c'est hélas dans la lignée des attaques perpétuelles de Jean-Luc Mélenchon envers l'Allemagne dans son argumentaire. Qu'en est-il à ce sujet de la solidarité des peuples européens dont il se réclame? Et que vont penser de cette énième attaque germanophobe ses alliés allemands d'extrême gauche? Die Linke. Une fois le Frexit effectué, l'UPR compte évidemment entretenir de bonnes relations avec ses voisins, dont l'Allemagne. D'ailleurs, pour ceux qui croiraient que l'Europe pourrait fonctionner en tant qu'État, il faudrait, par exemple, qu'il puisse y avoir une équipe nationale Union européenne, comme il y a une équipe brésilienne, une équipe russe, une équipe chinoise, une équipe indienne, une équipe américaine, une équipe mexicaine. Or, il est évident qu'il n'y aura jamais d'équipe de foot Union européenne. D'ailleurs, il n'y a même pas d'équipe de foot Royaume-Uni. Il y a une équipe d'Angleterre, d'Écosse, du Pays de Galles, etc. Que ce soit pour le football ou pour le rugby. Et je tiens aussi à rajouter que ça m'a fait rigoler. Quant à la Coupe du Monde, j'ai vu les présentateurs télé se réjouir de la victoire d'équipes non européennes, genre la Colombie, sur des équipes européennes, comme la Pologne par exemple. Campagne électorale d'Emmanuel Macron,
une enquête ouverte sur le rôle des collectivités lyonnaises. Cette enquête préliminaire a été ouverte après une plainte d'élus de droite qui dénoncent le rôle joué par la ville et la métropole de Lyon en faveur de la campagne d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Ordonnée vendredi par le parquet et confiée à la police judiciaire, l'enquête vise des faits présumés de détournement de fonds publics, financement illégal et irrégulier de campagnes électorales, abus de biens sociaux et recel. Source France Bleu, 25 juin. Les soupçons d'irrégularité, autrement plus graves que les costumes de François Fillon, s'accumulent pour l'ex-candidat Macron. En sachant que c'est Gérard Collomb, l'actuel ministre de l'Intérieur, qui était maire de Lyon à cette époque. Hier, l'embauche de Valérie Dupont-Aignan ne passe pas. En début d'année, elle avait dû quitter son poste d'attaché parlementaire auprès de son époux après l'entrée en vigueur de la loi Confiance dans la vie politique, interdisant les emplois familiaux. Source L'Express, 27 juin. Au Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Historique, le Brexit devient définitif avec la promulgation par la reine Élisabeth II de la loi de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ce jour est un grand jour pour le Royaume-Uni, un grand jour pour la démocratie et un grand jour pour la libération des peuples d'Europe de la dictature européiste qui ne dit pas son nom. Il ne fait aucun doute qu'au cours des années à venir, les Britanniques vont faire la démonstration qu'il y a une vie après la sortie de l'Union européenne et que cette libération apporte des résultats très bénéfiques. Source UPR, 26 juin. Brexit, 2 ans après, où en sont les relocalisations vers Paris? Les transferts de banquiers depuis Londres, annoncés dans la foulée du référendum du 23 juin 2016, tardent à se matérialiser. HSBC, qui avait promis 1000 relocalisations, n'a créé que quelques emplois. Bank of America et JP Morgan vont chacun transférer 200 postes. L'autorité bancaire européenne prépare son déménagement pour la capitale pour mars prochain. Source La Tribune, 25 juin. Pendant la campagne du Brexit, les prophètes de malheur prédisaient l'apocalypse pour l'économie britannique. Les événements nous rappellent encore et encore et encore qu'il n'en est rien. La leçon est à retenir pour les autres peuples qui voudraient s'émanciper. La City de Londres se porte finalement très bien. Brexit, déjà 4 milliards de pertes pour les entreprises françaises. Dans un contexte de fort ralentissement des importations britanniques sur fond de fléchissement de leur demande intérieure au Royaume-Uni, les entreprises françaises ont connu plus de difficultés à trouver de nouveaux débouchés, précise l'assureur crédit Euler Hermès. Les secteurs ayant été le plus pénalisés du fait de leur exposition au marché britannique sont l'automobile, avec un manque à gagner de 1,2 milliard d'euros. Les outils et équipements, avec une perte de 0,8 milliard d'euros, l'agroalimentaire, avec une perte également de 0,8 milliard d'euros, ou encore la pharmacie, avec une perte de 0,6 milliard d'euros. Source L'Opinion, 27 juin. Si les importations fléchissent, c'est aussi que l'économie britannique locale va pour partie prendre le relais. Dès lors, le Brexit apparaît bien comme un gain pour l'emploi britannique. Le Royaume-Uni est d'ailleurs à peu près en situation de plein emploi, avec seulement 4,1% de chômage. Le Royaume-Uni renationalise des lignes de train. Le bilan de la privatisation du rail, opéré il y a 25 ans, est catastrophique. Trains de banlieue bondés, annulés ou en retard, des billets très coûteux. Les tarifs augmentent chaque année de plus de 3%. Les Britanniques déboursent ainsi chaque mois 6 fois plus que les Européens, en moyenne, pour leurs déplacements en train. 70% des Britanniques sont favorables à la renationalisation. Source RFI, 23 juin. Et pendant ce temps-là, sur le continent européen, sous la pression de Bruxelles, le gouvernement français prépare la privatisation de la SNCF, qui va de pair avec la fermeture des petites lignes régionales non rentables. La France est devenue un royaume d'ubu. Europe. Défense. La France s'engage pour une initiative européenne d'intervention.
Il s'agit de mener des travaux de planification conjoints sur des scénarios de crise potentielle pouvant menacer la sécurité européenne. La ministre des Armées souhaiterait même pouvoir mener une opération de type Serval au Mali en 2013 entre Européens. Source Ouest France, 25 juin. Gageons que la culture stratégique commune que veut susciter cette initiative sera essentiellement celle de l'OTAN, d'ores et déjà intégrée par les états-majors des pays qui en sont membres. Trump à Macron. Pourquoi ne pas quitter l'UE? Trump aurait promis à son homologue français de signer un accord commercial bilatéral en échange de la sortie de la France de l'UE. Une façon de faire miroiter à Emmanuel Macron des conditions plus favorables que le reste de l'Europe avec qui Trump est entré en guerre commerciale depuis sa décision de taxer l'acier et l'aluminium européens. Source Le Parisien, 29 juin. Je suis désolée. Je peux pas m'empêcher de rire. Ça me fait rire, ça. Comme pour le Brexit, Trump, qui n'est pas soutenu par l'oligarchie euro-atlantiste, prend décidément le contre-pied de la position américaine historique, qui était de soutenir la construction européenne. Comme par exemple Bill Clinton, qui avait reçu le Karl Prize. L'UPR ne peut que remarquer la pertinence de la question de Trump, surtout qu'elle fait écho à l'interview du président de la République à la BBC, où il annonçait que les Français auraient voté en faveur de la sortie de l'UE en cas d'un référendum semblable à celui du Brexit. Sympa la question de Trump, franchement. Bref. Vive le Frexit! Dans la gueule du loup, l'Union européenne vers le chaos? Retrouvez François Asselineau dans ce débat, allant au fond des choses, face à des invités de la France insoumise, d'Agir et du Pardem. Source UPR, 29 juin. Europe, crise des migrants. Crise migratoire, le Premier ministre tchèque se dit prêt à déployer l'armée aux frontières. En accord avec l'Allemagne et l'Autriche, qui s'étaient positionnés de la même façon, le Premier ministre tchèque a annoncé qu'il refoulerait les migrants arrivés à sa frontière. Il appelle aussi à réformer le fonctionnement du Frontex pour qu'il opère hors du territoire européen. Source RT, 22 juin. Le président du gouvernement tchèque, Andrej Babiš. Emmanuel Macron remplace l'ambassadeur de France en Hongrie qui avait pris la défense de la politique de Viktor Orban dans une note interne au Quai d'Orsay. Emmanuel Macron a pris la décision de démettre de ses fonctions l'ambassadeur de France à Budapest après que celui-ci a rédigé le 18 juin une note diplomatique dans laquelle il citait en exemple la politique migratoire de la Hongrie. Source Sputnik, 1er juillet. L'ambassadeur est sanctionné pour avoir transmis une note confidentielle dans laquelle il exprimait son analyse de la situation. Celui qui aurait dû être sanctionné, c'est celui qui a transmis la dite note au site Mediapart. L'affaire est grave, car elle va avoir pour conséquence que les ambassadeurs n'oseront plus transmettre à leur hiérarchie la moindre note confidentielle n'allant pas dans le sens de Macron. Un haut fonctionnaire ne doit pas être un béni oui-oui, mais quelqu'un qui alerte le pouvoir politique et qui lui transmet éventuellement des informations peu plaisantes. Tel Néron, Macron a décidé de tuer le porteur de mauvaises nouvelles. Il continue à s'enfoncer et à enfoncer la France dans le déni et dans une vision dogmatique du monde. Si Orban est méchant, Macron est 15 fois plus méchant, lance Matteo Salvini. Le leader de la Lega compare le nombre de migrants que la Hongrie et la France ont refusé d'accueillir, et montre ainsi que Macron n'a pas de légitimité à demander aux autres ce qu'il ne fait pas lui-même. Source Ouest France, 25 juin. Peut-on encore croire que l'Europe c'est la paix, alors que les ressentiments et les piques fusent de toutes parts entre pays membres de l'Union européenne? Un accord sur les migrations trouvé lors du sommet de l'Union européenne. L'accord couvre des centres pour les migrants sur une base volontaire, des plateformes de débarquement et une réforme de la Convention de Dublin.
Source Le Monde, 29 juin. Un accord totalement vide qui prévoit des plateformes de débarquement hors de l'Union européenne, déjà rejetées par le Maroc, la Tunisie et l'Albanie, et des centres contrôlés en Europe, mais déjà refusés par l'Italie et la France. Et enfin, aucun consensus sur le règlement de Dublin, au cœur de la crise italienne. L'Union européenne ne fait pas la force, elle plonge les États dans l'incapacité d'agir, dans le mensonge permanent. L'OCDE envisage la crise migratoire sous l'angle du retour sur investissement. Son secrétaire général a dit « La migration est positive pour le gouvernement de destination, mais ce dernier doit faire un acompte comme un investissement. Vous investissez au début, puis vous attendez que l'investissement ait un rendement », a dit l'économiste mexicain José Ángel Gurría Treviño, qui est le secrétaire général actuel de l'OCDE. Le MEDEF est probablement d'accord avec cette déclaration qui voit l'immigration comme un levier pour faire pression sur la masse salariale, plutôt que comme des drames humains ou comme un problème majeur de déstabilisation des sociétés de départ comme des sociétés d'arrivée. On a rarement eu des dirigeants aussi inconscients de la gravité de leurs actes, par ailleurs totalement antidémocratiques. Et j'ajoute à titre personnel que ce genre de propos me fait largement penser à ce qu'il y avait au XVIIIe et XVIIe et XIXe siècle et qu'on appelait l'engagisme. États-Unis d'Amérique. Washington demande à tous les pays de cesser d'importer du pétrole iranien d'ici à novembre. Les États-Unis demandent à tous les pays de stopper complètement leurs importations de pétrole iranien d'ici au 4 novembre s'ils veulent éviter les sanctions américaines, rétablies après le retrait de Washington de l'accord sur le nucléaire iranien. Les entreprises européennes ne bénéficieront pas d'exemption. Source Le Point, 26 juin. Sur ce dossier, comme sur d'autres, l'UE n'a pas à se faire entendre. Une alliance de la France avec la Russie, la Chine et l'Inde aurait bien plus de poids. Avec la Space Force, Trump piétine le principe fondamental de la neutralité spatiale. L'annonce remet en cause le traité de 1967 sur la neutralité spatiale. Trump veut ainsi une Space Force dédiée à la défense spatiale à côté de l'Air Force. Source Le Point, 27 juin. Le risque est immense de voir désormais se produire une militarisation de l'espace. Imagine-t-on des stocks d'armes thermonucléaires en gravitation sur orbite basse au-dessus de nos têtes? Non, j'ai pas trop envie, moi. Trump menace de taxer l'automobile européenne à 20%. La condition est que l'UE abandonne les tarifs et taxes qu'elle applique à l'encontre des États-Unis. Source Les Échos, 22 juin. La Chambre des représentants adopte un texte restrictif sur l'investissement étranger. Le projet de loi est inspiré par la crainte de voir la Chine mettre la main sur des technologies américaines de pointe et sur des informations sensibles touchant aux citoyens. Source Les Échos, 26 juin. Tout ceci se produit outre-Atlantique pendant qu'en France, patrimoine, agriculture et industrie sont rachetés à tour de bras par des investisseurs chinois, américains, qatariens, allemands et autres. Tout cela parce que l'article 63 du TFUE interdit tout contrôle sur les flux de capitaux et a transformé les dirigeants français en eunuques piailleurs, incapables de prendre la moindre décision souveraine et unilatérale. Oui, oui. Diverses. Les feux de forêt entraînent une déforestation quasi record en 2017 selon une enquête. Les feux de forêt allumés pour faire place aux exploitations agricoles de l'Amazonie au bassin du Congo ont provoqué en 2017 la perte d'une couverture forestière mondiale atteignant presque la superficie de l'Italie, a déclaré mercredi un réseau indépendant de surveillance forestière. Source La Tribune, 27 juin. La planète est victime de l'hyperspécialisation agricole, comme par exemple la culture du soja qui conduit à une déforestation rapide de la forêt amazonienne au Brésil. Pour préserver les terres,
Il faut un mode de culture diversifié et respectueux, appliquant les principes de la permaculture et donnant la priorité aux circuits courts. C'est ce que propose en tout cas l'UPR pour la France. Le RGPD, une bénédiction pour les cybercriminels et les arnaqueurs. Le Règlement général sur la protection des données, le RGPD, directive européenne visant à protéger les données, est en vigueur et implique une taxation de 4% du chiffre d'affaires de toute entreprise qui ne serait pas en conformité. Ces 4% représentent une telle somme que lorsque les données d'une entreprise sont piratées, cette dernière préfère bien souvent payer une rançon aux pirates plutôt que de risquer de devoir s'acquitter de cette taxe. Source IT for Business, 25 juin. Voilà à quelle situation absurde mène l'esprit réglementaire européen, étriqué et toujours déconnecté des réalités. L'Union européenne est une idéologie tellement délirante qu'elle favorise ce qu'elle prétend combattre. Quittons vite cette instance ringarde, ridicule et contre-productive. Voilà, fini. Bonne semaine à tous. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!